Bonjour à tous, ici les Lucasfilles. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Bon, en pleine période de confinement, on nous recommande chaudement de bien faire le ménage dans notre maison, donc du coup on a sorti notre garçon au balai et aujourd'hui on va vous parler des enfants sur Canto Bight. Oui, on va vous parler de Cosette, Gavroche et compagnie, puisqu'ils sont vraiment présentés comme ça. On s'était dit que c'était un thème vraiment important dans le dernier Jedi, puisque on finit quand même avec le petit garçon au balai. C'est pas pour rien que Rian Johnson a fait ce choix audacieux, qui en plus, c'est une scène qui n'était pas prévue dans le script, et ils ont beaucoup hésité dans la salle de montage avant de l'inclure comme scène finale du dernier Jedi. Donc ça veut bien dire que pour Rian Johnson, les enfants, les petits esclaves de Canto Bight, c'est chargé et qu'il faut qu'on y regarde de plus près. Ah, les enfants ont leur place dans Star Wars et puis ça permet d'avoir une fin beaucoup plus positive que celle qu'on a pu avoir par exemple à la fin de l'Empire contre-attaque, donc sur un film qui est pourtant assez lourd et compliqué, où il y a quand même des sujets assez tendus et qui auraient pu finir de manière très pessimiste. C'est vrai qu'on a une fin pleine d'espoir et c'est bien que Rian Johnson nous ait rappelé que normalement c'était le maître mot de la saga et oui, voire même de la postlogie, mais de la saga en général. Et donc, il l'a très bien illustré. Même si dans l'épisode 8, on commence par un carnage et on finit sur un carnage, puisque c'est l'épisode où il y a le plus de personnages qu'on connaît, hein, qui meurent ou qui sont impliqués dans des batailles très destructrices. Mais on finit quand même sur une note positive, ce qui est quand même un tour de force en soi. Et ça montre qu'il a bien compris Star Wars, lui. Bon, et puis on a choisi cet extrait-là pour notre 4e étape sur les 12 moments possibles du dernier Jedi, donc dans notre séquence les traits régisseurs. Parce qu'aussi, d'abord on pense que c'est important, mais aussi parce que justement il y a plein de personnes qui estiment que ça aurait dû être coupé et que ça n'avait aucun intérêt, puisque l'arc de Canto Bight est l'un des plus critiqués, certainement l'un des plus critiqués de ce film. Ah, c'est une critique qui est revenue quasiment systématiquement. Moi, j'avais entendu des gens dire « Ouais, ça ressemble plus à une scène de fin de générique à la Marvel », ce qui n'existe pas dans le format Star Wars, en tout cas pour la saga de la famille Skywalker. Peut-être que maintenant, ils seront amenés à être un peu plus inventifs là-dessus, dans des cadres moins rigides pour les stories. Mais c'est vrai qu'au départ, ça devait se finir sur Chewie et Rey dans le cockpit du Faucon Millennium qui lance le vaisseau avec sa poignée de rebelles à l'intérieur dans l'hyperespace. Finalement, on a Faucon Millennium dans l'hyperespace, donc ça aurait pu être une fin géniale, mais on enchaîne sur les enfants, en sachant que les enfants, on les voit 3 fois en tout dans le film. Il n'y a pas que la scène finale, il y a 3 scènes en tout où les enfants apparaissent. Voilà, Rian Johnson, ce sont des personnages récurrents dans le film. Est-ce que tu veux qu'on prenne les moments dans l'ordre ou... Peut-être déjà sur un plan général dire que la question des enfants c'est une vraie pétaudière dans Star Wars. Bon, nous on a prévu d'y consacrer un épisode spécial, donc on y reviendra plus tard, mais là on va vraiment se focaliser sur les enfants de Canto Bight. Mais c'est vrai que déjà il n'y en avait pas dans la trilogie originelle, enfin il n'y avait aucun acteur enfant, les seuls enfants c'était des Ewoks. Et après est arrivée la prélogie, et la prélogie a été un désastre sur le plan de la représentation des enfants, ou en tout cas des enfants acteurs. Donc c'est vrai qu'il y avait un pari un petit peu osé de la part de Rian Johnson de remettre des gamins, parce que Dieu sait s'ils ont critiqué le petit Jake Lloyd ou d'autres enfants qui étaient présents à faire de la figuration. Et là du coup, pour contourner un petit peu le truc, c'est vrai que c'est ce qu'on va voir peut-être quand on va rentrer dans le détail, mais il est arrivé à éviter en leur donnant quasiment pas de dialogue. Alors ça a aussi un intérêt symbolique, mais donc c'est vrai qu'il est arrivé à les rendre, à passer à peu près, à contourner on va dire certaines difficultés qui avaient été critiquées dans la prélogie. Et puis c'est également intéressant, j'ai trouvé que les enfants soient inscrits dans l'arc de Joséphine et pas dans celui de Rey. Parce qu'on aurait pu s'attendre à avoir la maman, justement, puisqu'on vous savez qu'on dit souvent que elle est présentée, en tout cas dans le dernier Jedi, dans un rôle de future mère. Donc c'est vrai que souvent, on a tendance à coller les gamins avec la fille. Ça se fait de manière des fois très con, et puis des fois de manière très sympa quand on tombe sur, je sais pas moi, Alien ou Alien 2 ou des choses comme ça. Ça peut donner des choses intéressantes d'avoir la mère protectrice. Alors ça n'est pas tombé sur elle, ça n'est pas tombé non plus sur Poe, qui pourtant, alors c'est un latino, l'acteur, donc théoriquement
ça devrait pas être l'homme blanc, mais c'est vrai qu'on a évité le syndrome l'homme blanc sauveur. Et donc du coup, c'est l'arc de Rose et Finn, donc c'est quand même assez chargé sur un plan symbolique, puisque c'est 2 personnes de couleur, vous avez le black et l'asiatique, et qui en plus, dans leurs personnages, sont intéressants parce que Finn est enfant soldat, ou ex-enfant soldat, et Rose est victime de la cruauté de la guerre en tant qu'enfant, elle est devenue orpheline suite à la guerre, et elle parle de son expérience justement d'enfant, au moment où on voit, et c'est là que peut-être on va transitionner si tu avais autre chose à ajouter, je sais pas, sur la première occurrence des enfants, qui est au moment où Finn est en train de s'émerveiller devant le champ de course et les beautés de Canto Bight, lui qui a jamais rien connu que les placards des différentes bases du Premier Ordre. Donc c'est vrai que pour lui c'est un univers complètement nouveau, donc il trouve tout formidable, et c'est Rose qui commence à lui dire non, si tu grattes un peu la surface, en fait c'est tout pourri. La jet set c'est de la merde. Voilà, exactement. C'est la face cachée, les enfants, c'est ce qui se cache sous le vernis polissé de Canto Bight et sous la fortune. Le travail des enfants, le travail des esclaves, je l'avais noté effectivement pour la première séquence où on voit les enfants. T'as Finn qui, comme tu le disais, s'extasie devant le luxe de Canto Bight. Et puis au moment où Rose lui dit regarde de plus près, donc il regarde dans les jumelles, et là il voit les 3 enfants qui nous intéressent pour la première fois, donc, qui apparaissent à l'écran. Le petit garçon au ballet, qui s'appelle Temiri Blag. Nous, on va continuer à l'appeler Broom Boy ou garçon au ballet, hein, parce que c'est comme ça qu'il est passé dans la postérité, on va dire. Avec donc son ami le Black qui s'appelle Onio Zaya et la petite Rokine qui s'appelle Arachel Sar. Donc ils sont là tous les 3 et t'as leur manager qui s'appelle Barguil Tomder, de la marque, de la race des Clodogran. La race des clodos, tu de grade. Donc voilà, comme ça on a casé les noms chiants au début de la vidéo, on n'a plus la peine d'y revenir. C'est juste pour les fanboys qui vont vouloir nous griller en disant mais c'est quelle espèce bah voilà, ça y est, c'est dit. Bah voilà, c'est fait, on vous a coupé l'arbre sous le pied les gars. Nous aussi on peut ouvrir un dictionnaire visuel. Et donc du coup on constate que les animaux sont maltraités, les faviers, parce que les faviers sont aussi indissociables de la figure de Rose et de l'arc des enfants. Donc voilà, tout est lié. C'est un discours commun que propose Rian Johnson. Et donc le petit Broom Boy, le petit garçon au balai, il essaie de s'interposer pour protéger le Faviers qui est en train de se faire fouetter, c'est des fouets électriques, par le manager. Et il est repoussé au sol et le môme se redresse et on voit la colère sur son visage, l'impuissance à pas pouvoir rendre les coups. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à Kylo quand il se fait électriser par Voldemort, là, ouais, pervers pépère au début de l'épisode 8. Et il est au sol, il veut se rebiffer, et puis là, il calcule ses chances, c'est cette espèce de colère impuissante, genre, je suis pas encore assez fort pour me rebiffer, sinon je vais reprendre encore plus cher. Donc, le sentiment d'injustice, voilà. Là, t'as raison, c'est exactement le même regard de défi, oui. Et la caméra est placée pareil, enfin, c'est assez troublant. Et ça, je l'avais pas vu jusqu'à ce que on prépare ce podcast. En quelque sorte, t'as un trio à minima, c'est-à-dire les enfants forment un trio et t'as quand même un black et 2 blancs, une fille et un garçon. Donc c'est un petit peu la version mini-pouce du vrai trio qui devrait nous intéresser, qui aurait été normalement Kylo, Rey et Finn. Oui, en plus la petite, la petite Arachel, elle a des choubidous sur les côtés, ça rappelle Leia, mais Rey aussi. Hein. On est censé penser à Rey intuitivement, ou peut-être au deuxième visionnage, etc. Se dire, attends, ces gamins-là, c'est Rey, c'est Anakin, ils étaient des esclaves. Rey, elle n'avait pas le titre d'esclave, mais elle vivait une vie d'esclave, donc ça aurait très bien pu être une de ces gamins-là. Donc ça, c'est la première fois où on les voit. Et effectivement, pendant qu'on voit cette scène se dérouler, tu as le monologue de Rose qui explique comment le Premier Ordre est arrivé sur sa planète minière, a réduit les gens en esclavage alors qu'elle était très très jeune avec sa sœur, et comment ils ont détruit leur planète pour prendre les richesses, les ressources, et ils les ont laissés comme des merdes. Donc en fait, ces enfants-là, ça pourrait être Rose aussi. C'est juste que maintenant elle est plus grande et elle a rejoint la rébellion avec sa sœur. Tu peux retrouver aussi le regard, tu disais Kylo, mais on retrouve à peu près le même regard de défi sur Rose quand elle est face à Hux également. Ça reste
présent aussi. En plus, Ouais. dans la scène coupée, elle lui mordait le doigt. Enfin, Tu décides de me traiter comme un animal, surtout que Rose, elle est posée comme l'amie des animaux, justement grâce à... oui. Et les enfants sont traités comme les animaux également, puisque Mhm. ils vivent dans les écuries avec les Fathers, partagent leur quotidien. Donc c'est vrai qu'ils sont au même niveau. Mais ils ont même moins de valeur finalement que les animaux, parce que les animaux sont utilisés pour gagner les courses, sont peut-être mieux Oui. bichonnés que les enfants d'ailleurs. Enfants qui sont très très hérités, tu l'as dit tout de suite en intro Aurélie, mais de Dickens. Hein. Ils ont clairement le look Gavroche / Oliver Twist. Hein, Ouais. la petite casquette là, tu t'attends à tout moment qu'il nous dit je suis tombé par terre, c'est la faute à Ça fait à Voltaire. Voltaire ou s'il Voilà. vous plaît, j'en veux encore. Voilà, dépend de vos références. sauf qu'il n'y aura pas de Jean Valjean qui va venir les aider. Je vois bien que la première fois on les voit de loin justement. Le fait que c'est quelque chose dont on parle pas tellement des enfants, alors que c'est la première préoccupation, c'est surtout dans la mesure où on a que des enfances pourries dans Star Wars. Et ça rappelait également Anakin, évidemment, dans la prélogie. Il y avait un rappel de la prélogie et on savait que Rian Johnson, lui, a été très très impliqué dans une retranscription de la prélogie dans Le Dernier Jedi. Ouais, il l'a vraiment passé à la moulinette pour élaborer ses plans, le scénario, enfin, absolument tout. C'est un dialogue, il a établi un dialogue avec la prélogie dans son propre film, en fait. Mais donc voilà, ces trois enfants, dès le début, c'est Finn qui les regarde sur l'invitation de Rose. Donc au début, on les voit de loin comme lui à travers les jumelles. Et après, on est vraiment dans leur espace à eux, quand Broom Boy tombe au sol et se redresse plein de colère, en fait. Là, d'un seul coup, ce sont eux les stars de l'écran, quoi. Ce sont les stars, mais ils n'ont pas de voix. Et chose très intéressante aussi, c'est que en fait, et ce que j'ai trouvé bien fait, c'est qu'il n'y a pas de commentaire qui est fait sur eux. À aucun moment, ni Rose ni Finn ne vont parler de la question des enfants. Ils vont pas être là en train de s'insurger en disant « Oh, tu vois, regardez ces pauvres petits minots qui sont laissés avec une croûte de pain dans l'écurie. » Ça n'est jamais discuté. Pour le coup, c'est intelligent. Parce que non seulement ils vont pas essayer de les sauver, de se mêler de leur vie ou de faire quoi que ce soit, parce que tu pourrais t'attendre à ce que justement, oh, on va sauver les orphelins et les emmener loin de cette vie de... Non, c'est limite Balek, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'interférence avec ça. En fait, le commentaire, c'est au spectateur de le faire. Et c'est là que les Fathers, libérer les Fathers, c'est un peu la représentation de vouloir libérer les enfants. Et on sait très bien que les Fathers, après, ils vont être rattrapés, on va les ramener à l'écurie. Donc ça a été un beau geste de les libérer, cette cavalcade dans la ville de Canto Bight, mais c'est un peu vain. C'est surtout du panache et c'est symbolique. Et je pense qu'ils n'ont pas ramené les enfants parce que le mal est tellement profond, il y en a tellement des enfants comme ça partout dans la galaxie. Après tout, on connaît Finn et Rey, qui vivaient un peu comme ça, et Anakin 2 générations avant, que le mal, il faut le prendre à la racine. Et c'est là qu'on peut rebondir aussi sur le discours de DJ. Il dit, c'est une machine. La machine, c'est pas juste l'économie de guerre, c'est l'esclavage dans la galaxie, c'est les inégalités qui ont perduré malgré la Nouvelle République, c'est l'échec du projet politique de Leia, donc tout cela est lié aussi dans le commentaire. C'est juste que c'est à nous de le décortiquer, de le digérer. C'est sûr qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. Ou ça aurait pu être abordé dans l'épisode 9 en résolution, mais encore une fois... Il aurait fallu. C'était une réflexion hyper intéressante et mature. Donc il aurait fallu que ce soit fait dans l'épisode 9. Parce qu'après tout, Anakin était un esclave et voulait, c'était son projet, Oui. c'était de finir avec l'esclavage. Donc en théorie, je finirais ce que tu as commencé, Papinou, c'était en finir avec l'esclavage. Avec c'était pas toutes les tuer formes Palpatine, qui était d'esclavage, déjà mort. d'ailleurs. Voilà, Ouais, exactement. c'est ça. Et ça passe par l'installation d'un régime politique pérenne, fort, qui a les moyens de faire appliquer ses lois dans toute la galaxie, et évidemment, idéalement, dirigé par des êtres qui sont très très forts, qui sont très puissants dans l'utilisation de la force. Donc voilà, ça, malheureusement, c'est pas la direction qu'ils ont empruntée. C'est surtout que de toute façon, ils pouvaient pas les libérer parce que ils avaient rien à leur offrir concrètement. Ils étaient tous les deux en fuite avec plus de vaisseaux, d'ailleurs, puisque ça va finir par leur péter au nez. Ils retournaient dans une zone de combat, ils n'avaient aucun avenir à donner à ces enfants.
les emmener avec eux, ça aurait été idiot. Donc, ils vont leur donner quelque chose de... Enfin, Rose surtout d'ailleurs, va leur donner quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais on arrive à la deuxième occurrence du coup, puisque c'est le moment où en s'enfuyant de la prison grâce à DJ et en passant par les égouts, ils arrivent dans les écuries de Canto Bight. Donc là, avec les enfants d'abord les deux petits là qui... Pas le principal, pas le garçon balai, mais les deux qui les observent. Et puis après, quand ils ouvrent la cage du Fathers, il y a le garçon balai qui est caché, qui est probablement en train de s'occuper, de soigner du Father. On peut imaginer que c'était celui qui s'est fait battre sur le champ de course. Il dort avec... Peut-être que chaque enfant se voit attribuer... plusieurs, enfin comme les garçons d'écurie, plusieurs chevaux, et donc il dort dans le box d'un des Fathers. Et c'est intéressant qu'on le voit pas tout de suite parce que en fait, quand ils arrivent dans l'écurie, Finn se rapproche de la grille de l'ouverture d'un box, et t'as une tête de Fathers qui ressort et il flippe. Il recule, il tombe presque dans une pile de crottins. Et c'est là que les deux gamins, la rouquine et le petit Black, se rapprochent. Ils regardent comme ça discrètement ce qui se passe. Donc ils n'ont toujours pas de dialogue, les enfants. Et ensuite, Rose s'approche des Fathers. C'est là qu'on a notre moment qui a tellement déplu aussi. Tout l'aspect Brigitte Bardot, machin, SPA, tu vois. Où Rose s'approche des Fathers, etc. Elle est fascinée par ces animaux. Et elle ouvre un box, et c'est là qu'on se rend compte que le petit garçon au balai, il est dans la paille, dans le fond du box, alors où est-ce qu'il est, soit il dormait, soit il était en train de réparer, parce que t'as tout l'arnachement, les licoles, la selle, qui sont dans le fond du box, mais il flippe en la voyant, il y a toujours pas de dialogue, il a pas fait un bruit, et elle lui dit non, attends, s'il te plaît, n'appuie pas sur le bouton rouge, on est avec la résistance. Et c'est là qu'elle lui sort sa bague Casablanca. Là, il y a une référence au film Casablanca, qui est quand même le classique noir et blanc de la résistance, puisque c'est Victor Laszlo, le héros résistant, qui a une bague comme ça avec un système qui cache la croix de Lorraine. Donc c'est quand même un des classiques, un des meilleurs films jamais réalisés, hein, donc avec Humphrey Bogart, magnifique. Et il y a pas mal de... Clairement, le passage à Canto Bight est une allusion à ce film, enfin... prend ça comme référence à cette ambiance-là. Voilà, c'est ce petit clin d'œil où elle lui montre sa bague qui permet de... Alors, il identifie tout de suite le symbole de la résistance, et donc là, visiblement, il a l'air très content de penser que ce sont des gens bien, et il leur laisse les clés de la voiture en laissant partir avec les Fathers, et c'est la ligne de dialogue qu'ils ont, c'est go, 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 et il leur dit de partir. Voilà, c'est ça. Dans le box avec le Fathers, t'as quand même eu... Juste avant qu'elle ouvre, la caméra bascule, on voit plus la tête du Fathers du point de vue de Rose, on est dans le box derrière le Fathers, et on plonge vers l'espace central où se trouve Rose, et c'est là que tu vois que l'animal a plein de marques de fouet électriques, etc. Donc il est opprimé, hein, ça se confirme. Rian Johnson en remet une couche. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand elle dit on est avec la résistance et qu'elle dévoile le symbole sur sa bague, tu as déjà le gamin, le Broom Boy, ça l'arrête direct. Et t'as la rouquine et le petit Black qui échangent un regard avec un sourire, ils sont émerveillés, quoi. Ils sont complètement émerveillés. Ça leur met des paillettes dans les yeux, le fait d'avoir quelqu'un de la résistance qui est là, quoi. Il a transféré le discours sur les enfants, sur les Fathers, parce que déjà ça passe mieux dans une franchise pour les enfants. Il n'allait pas montrer des enfants battus, machin. On en a des enfants battus, martyrisés, hein. C'est Rey, Kylo, Finn, mais ils sont déjà adultes dans l'épisode 7, même s'ils sont codés comme des enfants, ils ne le sont pas physiquement. Donc là, ils n'allaient pas nous montrer des enfants battus, tac. Même Anakin, dans l'épisode 1, il n'est pas blessé, il n'est pas battu, il n'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a toujours un phénomène de transposition ça va être un autre personnage ou un autre symbole qui va montrer les signes physiques de la maltraitance faite dans l'enfance, quoi. Et au lieu de libérer, enfin, au lieu de venir libérer les enfants / les Fathers, effectivement, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est grâce aux enfants que Finn et Rose s'échappent. Oui. C'est eux qui les libèrent.
Alors, tu peux partir sur une métaphore sur retrouver l'enfant qui est en soi, libérer sa joie intérieure. Quand on parle d'une expérience cinéma, on va dire, et de l'expérience de Star Wars, en fait, d'une certaine manière, il y a un commentaire de la nostalgie à travers les enfants aussi. Et donc, du coup, c'est retrouver l'expérience... l'expérience que tu as fait de Star Wars quand tu étais enfant. En fait, c'était d'une certaine manière également une lettre d'amour aux fans de Star Wars qui ont découvert le film quand ils étaient enfants. Bon, ils l'ont pas compris parce qu'ils sont des gros cons. Bah voilà, c'est ça. Mais c'était une véritable lettre d'amour en fait. Parce que tout dans ce film est une lettre d'amour à Star Wars et à ses fans. À un moment donné, donc les enfants se regardent émerveillés et le Fathiers se tourne vers le petit garçon au ballet. Et là, il y a une connexion profonde entre eux puisque le Fathiers lui dit enfin bon voilà, il lui dit un truc en Fathiers et c'est là que le gamin enlève sa main d'au-dessus du bouton rouge d'alerte et que je pense qu'il prend sa décision de les aider en fait. Et c'est vrai que le gamin, il a une connexion profonde avec le Fathiers quoi. Ça c'est déjà il a essayé de prendre sa défense la première fois qu'on a vu les gosses et là il a une espèce de communication silencieuse. Ça se trouve, il a un force bond avec cet animal où il ressent les animaux. Sauf qu'on le sait pas encore à ce moment-là qu'il est sensible à la force. Et cette espèce d'échange qui fait que le gamin, il se décide définitivement à les aider. Ce qui est intéressant, c'est de noter que ces gosses, et ce sera intéressant pour la 3e occurrence où on les voit à la dernière scène, c'est que ces gamins qui vivent dans les étables, à qui je pense personne n'adresse la parole à part leur manager, là, le clodo machin, savent qu'il existe une résistance dans la galaxie et reconnaissent l'emblème. Donc ils ont beau être au fond du trou de l'écurie, machin, dans le trou du cul du monde, machin, enfin vraiment être les parias en bout de chaîne, ils ont cette information-là et ils en savent suffisamment pour que ça les fasse rêver. Donc ça c'est paradoxal, hein, quand même, quelque part. Ouais, en sachant qu'ils sont probablement analphabètes également. Illettrés en tout cas. Parce que tout passe par la transmission orale. Donc ils ont eu l'information, ils savent reconnaître un symbole. Ouais. Voilà, parce que c'est une image, hein, donc c'est le symbole du phénix, de la résistance, là. Mais ils savent pas, à mon avis, ils savent pas lire, ou ils ont pas accès à des livres ou à de l'écriture, puisque justement, quand on arrive sur la 3e occurrence, on est en transmission orale. Et pourtant, ils savent ce que c'est, ils ont l'information. Donc déjà là, on est censé se dire, ok, ces gosses-là, s'ils savent ce qu'est la résistance, ça veut dire que tout le monde le sait dans la galaxie, ou presque. Parce qu'à mon avis, ça va être les derniers à avoir ce genre d'infos, tu vois, les mômes. Donc si ces mômes ont une connaissance de ce qui se passe en dehors de leurs écuries, a priori, c'est des informations qui sont disponibles pour tout le monde dans la galaxie. Rey aussi, elle avait entendu parler de la résistance. Elle croyait que Luke était une légende, mais elle avait également entendu parler de la résistance, puisqu'elle s'est pas posé la question. Elle a réagi pareil que les gosses, quand elle se rend compte que le film est avec la résistance. Elle a des paillettes dans les yeux, machin, et le seul truc qui est encore plus dingo, c'est quand Finn lui parle de Luke Skywalker. Oh, je croyais que c'était un mythe. Et t'as la même progression dans le dernier Jedi. D'abord, il y a la résistance. Ouais, oh là là, la résistance, on va les aider. Et quand ensuite, on parle de la légende de Luke Skywalker, du mythe, on monte encore d'un cran dans l'émerveillement. Ah c'est pour ça que ceux qui disent qu'il n'y a pas de continuité entre le réveil de la Force et le dernier Jedi, pardon. Plaît-il ? Voilà, il y a déjà, on vient d'en illustrer une dans l'arc qui trouve le plus pourri et sans intérêt, donc ok. Ok les gars, si vous voulez. Et donc la seule ligne de dialogue de la première fois que les enfants parlent, c'est Broom Boy qui parle et qui il appuie sur le bouton rouge pour ouvrir les grilles de tous les box et aussi la grille qui donne accès au champ de course. Donc les Fathiers sortent en trombe des écuries. Et il est là, go, 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 youhou! Il s'éclate comme un petit fou, il réfléchit absolument pas aux conséquences pour lui. Ce qui est un acte hyper courageux de sa part, parce que derrière il va prendre cher, hein, parce que lui il s'en va pas. Donc ça veut dire que derrière il sait très bien qu'il va probablement se prendre une sacrée rouste. Hein. Ouais, qui va bien se faire corriger. Hein. Ils sont pas en train de sauver leur miche à eux, ils sont en train de sauver la miche des deux Godluro là qui sont perdus dans le casino. Parce qu'ils ont intégré ces gamins que la résistance avait une mission à accomplir et que même si intuitivement, enfin ils comprennent pas tout, à partir du moment où il y a une résistance face à des méchants, quels qu'ils soient, il faut l'aider parce que c'est la chose à faire. Donc ça veut dire que ils sont inspirés, ça les inspire, ça leur met des paillettes dans les yeux et cette cause leur semble juste. Aussi ignare et jeune soit-il, cette cause leur semble juste et ils prennent des risques énormes pour soutenir cette cause à leur façon, à leur petit niveau. Donc ça c'est puissant aussi. Ça veut dire que ce sont des héros du fond des égouts quoi.
Et c'est fait sans pathos, avec du visual storytelling. C'est pas une séquence qui est censée te tirer l'alarme, c'est pas une séquence qui est censée te faire dire « Oh, c'est naze, la SPA, Brigitte Bardot, c'est nul, Rose, elle est con. » En plus, t'as le thème de Rose, qui est quand même magnifique, qui revient régulièrement pendant toute cette séquence, et ensuite pendant qu'elle défonce tout dans la ville de Canto Bight, voilà. Qui a un espèce d'élan comme ça, qui est à la fois très très doux et puis très enjoué, très enfantin. Ça fonctionne très bien avec notre ami Gavroche et puis ses deux petits camarades, quoi. Et alors à ce moment-là on le sait pas encore, mais elle lui a laissé la bague. Oui, ça c'est intéressant aussi. Ouais, on n'a pas vu ce moment-là. Mais donc arrive la 3e occurrence finalement, donc à la fin du film, donc qui consiste en un épilogue. Ouais, au moment où tu vois le faucon qui s'engage, enfin qui est vraiment dans l'hyperespace, qui s'éloigne, tu te dis bah c'est bon, allez, générique de fin. Il est temps d'aller pisser. Et what? Comment ça, c'est pas fini? Quoi? Et ça commence avec un gros plan sur le petit Black, donc sur Onio, qui parle dans une langue qu'on ne connaît pas et qui n'est pas traduite. Il n'y a pas de sous-titres. Et là, ça rappelle le retour du Jedi avec C3PO en train de raconter l'intégralité de la saga avec les Ewoks. Ouais, c'est ça. C3PO, il pouvait faire les bruitages. Le petit. Oui, là, il fait pas les bruitages, mais du coup, la seule chose qu'on reconnaît, effectivement, ce sont des noms. Ce sont des noms. La seule chose qui ressort du charabia, en fait, de ce que le gamin est en train de raconter, c'est Luke Skywalker, Jedi Master. Et c'est la seule chose que nous, en tant que spectateurs, on est censé identifier pour faire passer le message. On a des aides visuelles. Parce que là aussi, hommage à l'enfant fanboy qui aimait bien faire mumuse avec ses jouets, ils ont fabriqué des jouets. Donc t'as le marcheur, t'as Luke qui est présent, enfin ils ont fabriqué avec des bouts de ficelle et des bouts de bois. Ils reconstituent le diorama de la bataille de Crait. C'est ça. En fait, en faisant des arrêts sur image pendant cette séquence, je me suis rendu compte que ce qui sert à matérialiser l'entrée de la grotte de la résistance sur Crait, c'est une pièce de métal qu'ils ont posée comme ça, et les trucs qui représentent les canons du Premier Ordre, j'ai l'impression que c'est des bouts de balai ou des brosses de l'outillage qui sert à faire la toilette des Fathiers, à entretenir les animaux. Et le seul truc, j'ai l'impression, qui a vraiment été fabriqué, c'est la poupée représentant Luke Skywalker. Et moi, ça m'a vraiment, à ce moment-là, refait penser à la poupée de pilote rebelle de Rey. Ouais. Qu'elle a fabriqué avec, pareil, de la paille, des bouts de ficelle, tu vois. Continuité, là encore. Et c'est le moment où on raccroche les wagons, c'est le moment où il pose cette poupée qu'il a fabriquée et qu'il dit « Luke Skywalker, Jedi Master ». Et là, tu comprends complètement ce qu'est cette scène. Il est en train de raconter... C'est le griot, un petit peu, le gamin, le petit Black, qui est en train de raconter la légende de Luke Skywalker sur Crait. Donc on peut se dire, encore une fois, que si ces gamins au fin fond de leur écurie ont cette information, toute la galaxie sait que Luke Skywalker s'est pointé tout seul face au Premier Ordre et qu'il les a défiés et qu'il a fini par sauver la résistance. Toute la galaxie doit connaître la nouvelle légende, la légende qui renaît de ses cendres de Luke Skywalker, si ces trois gamins la connaissent. Oui. Je pense que c'est ça que ça dit, effectivement. Ça dit sur le plan intradigétique, c'est vrai qu'au plan extradigétique, il y a le fait que, encore une fois, l'être d'amour au spectateur. Qui a fait ça quand il était enfant, et aux nouveaux enfants qui viennent voir, enfin, nouveaux spectateurs qui viennent voir le film, et qui vont faire ça aussi, après, dans leur chambre, chez eux, dans leur arrière-cour, avec leurs copains, ils vont rejouer avec les figurines. Et tu vois que les gamins, quand ils écoutent leurs petits camarades, ils ont des paillettes dans les yeux, Luke Skywalker, mais c'est plus qu'une rockstar, c'est un messie. Ah bah c'est pour ça que dire que le dernier Jedi a manqué de respect à Luke Skywalker alors qu'on termine sur la légende de Luke Skywalker. Il parle pas de Rey, il parle pas de Kylo. Donc il parle que de Luke. Donc dire que ça a manqué de respect au personnage, pardon. Encore une fois, ils sont sortis pisser avant, ils ont cru qu'il y avait justement que le film était terminé, ou la fin est aussi une déclaration d'amour à Luke Skywalker et à son passage de relais qui est matérialisé par le balai, donc c'est un passage de bâton, vraiment. Littéralement. On peut pas faire... Là, il y a justement à la fin, il y a un côté un
petit peu lourdingue, si je peux me permettre, de la symbolique. Ah oui, c'est pas subtil du tout. Voilà, là pour le coup, là tu te dis, voilà, Ariane, là tu es quand même avec tes gros sabots. Là, tes gros sabots de favier. Il a pris le ripolin, il a venu mettre une couche, puis on a remis une deuxième, puis on a remis une troisième. Enfin, cela dit, il avait beau mettre 25 couches, visiblement, les autres. C'est encore trop subtil, apparemment. Visiblement, ça c'est curieux parce que bon, là j'ai trouvé que pour le coup, ça c'était pas indigeste, mais ça pouvait tomber un peu dans le lourdin quand même, la dernière scène. Bah surtout que le sacrifice de Luke qui fait que il va faire renaître sa propre légende, qui sera une source d'inspiration pour toutes les générations futures, finalement c'est un événement qu'on voit ou qu'on pressent 3 fois. La première fois, c'est quand il envoie Shirei en disant tu croyais qu'il allait se passer quoi? Que j'allais sortir comme ça avec mon épée laser et puis défier tout le premier ordre. Donc elle tombe des nues parce que oui, c'était un peu ce qu'elle espérait naïvement comme une gamine. La deuxième fois, c'est quand il fait exactement ça sur Crate. Où il sort de la grotte avec son épée laser et défie tout le premier ordre. Et la troisième fois, c'est quand les gamins rejouent la scène avec la marionnette. Donc on a 3 occurrences où effectivement on voit bien le cheminement qui a fait que Luke Skywalker, qui était aigri, qui croyait plus en sa propre légende, qui croyait plus en ce qu'il avait accompli pour la galaxie 25 ans, 30 ans avant, le finit par le faire à la fin du film. Et à la toute fin du film, et on finit là-dessus, des gamins du fond du cul de la galaxie connaissent la légende de Luke Skywalker. Ça veut dire que tout le monde connaît cet événement, tout le monde connaît la légende de Luke Skywalker. C'est énorme. Et du coup, ce que Rose elle a donné aux enfants en dehors de cette bague, c'est leur redonner l'espoir, puisqu'il n'y en avait plus. Mm-hmm. Voilà. Oui. Mais pas seulement ça, c'est également libérer leurs paroles et libérer le pouvoir de l'imagination. Et l'inspiration. Et se dire, ah ouais, c'est possible. C'est pousser les limites de Star Wars pour arriver dans l'univers étendu. Voilà comment on arrive à agrandir les frontières de Star Wars et à agrandir la saga Skywalker. Si bien que finalement, si la trilogie, enfin la postlogie s'était terminée avec le dernier Jedi, ça pouvait coller. En fait, la trilogie, ce serait mieux terminé si ça terminait avec Broom Boy. Parce que ça ouvrait les frontières. On a le regard tourné vers l'espace avec une étoile qui brille. Enfin, voilà, vraiment là pour le coup, c'est le cliché Disney quand même. Ah ouais, If you wish upon a star. C'est à fond. On a compris, Ariane, que ça avait été racheté par Disney. Arrête maintenant. Rajoute plus, ça suffit. Devoir de réserve. Après, je pense qu'il s'est fait plaisir aussi parce que, comme il avait dit en interview, Luke Skywalker, ça a toujours été son personnage préféré, celui auquel il s'identifiait petit garçon. Il était pile dans courbe démographique, pile dans la tranche d'âge au moment où le film est sorti, parce qu'il est un peu plus âgé que nous, il a un peu plus de 45 ans, je crois, entre 45 et 50 ans. Donc il était pile poil dans le public cible pour s'identifier à Luke Skywalker. Ce qui est j'ai trouvé mignon aussi, c'est au moment où les gamins sont dispersés par le manager qui revient, qui les engueule, etc. Il laisse tout en plan, sauf le petit Black qui récupère vite fait bien fait sa figurine de Luke Skywalker, sa poupée, et qui se barre avec. Ah, pas touche à ma poupée, pas touche à mon doudou Luke. Et c'est après que on refait le zoom sur le petit garçon au balai. Mais là d'ailleurs justement, j'avoue que la première fois, j'avais pas tilté qu'il attrapait le balai avec la force, parce que pour le coup, ça c'est fait subtilement. C'est pas fait de manière lourdingue, contrairement au lever de bâton à la fin et au visage de l'enfant avec les étoiles et tout, etc. Et là, voilà, ça pour le coup, pour moi c'est trop tarte à la crème à la fin. Mais le coup du balai, je t'avoue que tu peux passer rapidement à côté. Hein. C'est ce que Mark Hamill avait dit en interview quand on l'interrogeait sur cette scène de fin qui surprend, parce que tous les films Star Wars se sont terminés sur des héros connus, des personnages principaux connus, etc. C'est la première fois qu'on finit sur des personnages très très secondaires et, si on n'y réfléchit pas trop, complètement anecdotiques, alors que pas du tout, c'est une illustration supplémentaire des thèmes fondamentaux du film. Et Mark Hamill disait qu'il avait adoré cette fin, mais que la première fois où il l'a vu, il n'a pas capté que le môme utilisait la force, parce que finalement c'est sur une toute petite distance, c'est sur 10-15 cm qu'il fait venir le balai à lui. C'est un bébé utilisateur de la force encore, hein, et au début il a pas compris, et c'est en revoyant la scène, il a dit « Oh la vache! Ah, c'est énorme !» Bah ouais, il a trouvé ça hyper puissant, tu vois.
C'est Luc 2.0, c'est la nouvelle génération, tu vois. C'était chouette parce qu'effectivement, l'un des enjeux majeurs de TLG, bon, encore une fois de la Jedi, c'est la perte de l'espoir et le fait qu'il y a l'impression qu'il va pas y avoir de futur possible, qu'on est arrivé au bout, qu'il n'y a rien qui peut arriver derrière, soit tuer le passé, mais également il n'y a pas d'avenir en fait qui est discuté. La résistance n'a plus d'avenir. On arrive à une espèce de point de non-retour. Et cette ambiance no futur, elle est complètement à la fin, le jeu qui dit qu'il veut tout massacrer pour rien faire, elle est complètement remise en question sur le fait que justement, on est tourné à la fin sur le futur, avec des enfants qui croient au futur, qui ont un nouveau espoir, et qu'on a les anciennes générations, donc la légende de Luke Skywalker, qui s'est finalement sacrifié pour donner un futur à ces nouvelles générations. Encore une fois, passage de relais, c'était extrêmement fort ce point-là. Et ça devait représenter l'avenir de la saga et de la franchise. Bah oui, parce qu'ils viennent de racheter la franchise, donc ils doivent conquérir de nouveaux fans, ils doivent conquérir les nouvelles générations de fans qui arrivent. Donc forcément, ce gamin, il a toute sa place parce que tous les gamins qui vont vouloir jouer avec leur sabre laser et faire semblant d'utiliser la force, c'est des petits garçons de ballet, ce sont des enfants qui viennent pas de la royauté. Hein. Peut-être que les enfants du prince Albert et machin, voilà, ça les tentera aussi, mais on parle d'une minorité là. Le petit garçon lambda qui grandit... Ah bah écoute, on a bien vu William et Harry jouer les Stormtroopers et faire mémuse avec des sabres laser, donc... bah voilà, tu vois, non, je pense que voilà, à Buckingham, c'est prié. Hein. Bienvenue à Skywalker Ranch numéro 2. Mais voilà, du coup, ils n'étaient pas du côté de la résistance, hein, tu noteras. Daniel Craig non plus. Hein. Non, et Ed Sheeran non plus, parce que c'était le Stormtrooper caché de l'épisode 9. Oui. Je sais pas ce qu'il aura de mieux dans sa... Je trouvais que son caméo dans Game of Thrones, c'était beaucoup plus sympa, parce que déjà, il chante. Mais ouais, bah là, il a pas poussé la chansonnette, là, hein, c'est sûr. Par contre, du coup, c'est vrai que le No Future, tu l'as dans l'épisode 9. Oui. Paradoxalement. Et c'est vrai ce que tu disais sur le fait que Ryan, il a mis une couche d'accroche, une sous-couche et une recouche. C'est une tarte à la crème vraiment à la fin parce que t'as le thème de la force qui arrive. Quand le gamin il est avec son balai. T'as un gros plan sur son visage de môme. D'un seul coup, il a l'air plus âgé que son âge. Il a l'air extrêmement solennel, avec toujours des paillettes dans les yeux, mais très très solennel. Alors, porno de la main, Ryan Johnson, il n'a pas pu s'en empêcher, où on reste un bon moment sur la main qui a l'anneau de la résistance et qui pivote sur le manche du balai. L'étoile bleue qui passe, et puis alors le redressement de balai comme un sabre laser à la fin, qui était peut-être la touche de trop, en ce qui me concerne. Ouais, parce que tu pourrais aussi l'interpréter autrement, mais on va pas oser, parce que c'est des enfants. C'est un très jeune enfant. Voilà. Donc, là, pour le coup... Non, on va utiliser notre devoir de réserve là-dessus. Non. Autant on sait que Ryan Johnson, le porno caché, il a fait ça très bien avec Rey et Kylo, autant là, c'était manifestement pas du tout l'intention. Hein. On est bien sûr... c'est pour rappeler les petits Padawan aussi de la prélogie avec leur bébé sabre laser qu'on voyait à l'académie. Hein. Au temple Jedi, donc... Bah ouais, sauf que dans la prélogie, tu vois, on les tuait, tu vois, donc c'est bien. Là, au moins, on donne de l'espoir, mais... Et puis, j'ai noté, moi, l'écran de toute fin avant le générique, en fait, c'est la transition de fin, c'est le cercle qui se referme sur lui. La dernière chose qu'on voit, c'est le petit, parce qu'il est quasiment au centre de l'écran, et donc ça se referme sur lui, et ensuite, c'est le générique de fin. Bah oui, c'est bien qu'il y avait plein de gens qui étaient intrigués en pensant qu'on allait le voir dans l'épisode 9 et qu'on allait voir l'académie et machin. Bon, nous on n'en demandait pas tant. Par contre, pour autant que ce soit lourdingue, bah je préfère quand même ça qui est plus innovateur et qui a un message extrêmement positif à la fin lourdingue de J.J. Abrams qui là, pour le coup, fait du copier-coller avec les soleils, Tatooine, le machin et tout, et dit non. Ça, pour le coup, c'est l'eau. Voilà de la nostalgie mal faite. Disons que Ryan Johnson fait de la nostalgie avec les enfants. C'est de la nostalgie pur jus, mais c'est de la nostalgie qui se regarde pas le nombril et qui est ouverte vers l'avenir, qui regarde vers le futur. Tandis que la nostalgie de J.J. Abrams, c'est une nostalgie masturbatoire qui s'occupe que d'elle-même et qui regarde vers l'arrière, quoi. C'est exactement ça. On avait déjà évoqué le fait que Ryan Johnson, c'était aussi le roi de l'hommage interne, et non pas du fanservice débile.
J'ai vu passer des tweets il y a pas très longtemps où t'avais des mecs qui réfléchissaient sur la différence entre Rian Johnson et JJ. Rian Johnson aime Star Wars et voit un avenir pour Star Wars. JJ aime les films Star Wars et a voulu reproduire un film Star Wars. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a toujours eu pour préoccupation ce que Star Wars pourrait être, pourrait devenir... Si c'est une franchise qui est amenée à être pérenne et qu'on va se passer de génération en génération. Et l'autre qui est resté coincé sur le Star Wars de son enfance et a pas coupé le cordon, quoi. Donc c'est deux visions de Star Wars qui n'ont rien à voir. Bah ça se voit également avec le traitement des enfants dans les deux, parce que la seule fois où on voit des enfants chez J.J. Abrams dans l'épisode 9, c'est les gamins en train de regarder un spectacle de marionnettes, mais c'est un film d'une certaine manière, dans le Festival des Anciens, et ricanent bêtement. En fait, ils sont en mode consommateur passif d'une histoire, tandis que Rian Johnson, dans son histoire, lui, nous montre des enfants acteurs et créateurs d'une histoire. Ils sont en train d'inventer leur histoire, de perpétuer la légende avec leurs propres mots et de devenir eux-mêmes des passeurs d'histoire des futurs créateurs. Or, chez JJ, bah non, t'es juste un consommateur débile qui ricane connement. Mais JJ, de toute façon, il a transformé tous les personnages en enfants qui a pas coupé le cordon, donc. Non, mais même dans le côté réception d'un produit, tu vois, moi, ça me frappe vraiment, du coup, les deux moments méta de qu'est-ce qu'on fait de Star Wars aujourd'hui. En fait, il y a deux également réflexions sur demain, Star Wars, c'est quoi ? C'est quoi Star Wars, voilà. Et ben Rian Johnson, lui, il montre que c'est ce que tu choisis d'en faire et qu'il n'y a aucune limite à l'imagination, encore une fois, ouvert sur le ciel, les étoiles et les futures générations. Et puis chez JJ, c'est la méthode magnétoscope, c'est-à-dire tu te repasses en boucle le même film. C'est dingue, hein. Alors j'ai vu que l'auteur de la novélisation Rise of Skywalker a été interrogé sur pourquoi il n'y a pas le petit garçon en balai dans l'épisode 9. Et elle a répondu un truc du genre... Ouais, non, mais on l'a pas oublié, hein, mais vous vous doutez bien qu'il y a plein d'utilisateurs de la Force dans la galaxie et qu'on n'a pas besoin d'être un Skywalker ou un Palpatine. Mais là, bon, la saga, c'est sur les Skywalker et les Palpatines, donc on n'allait pas inclure Brown Boy. Alors déjà, la saga, elle n'est pas sur les Skywalker et les Palpatines, elle est sur les Skywalker. Déjà, ouais. Premier gros problème fondamental, hein, et puis... mais c'est tout le problème de... Ryan a fait de Rey personne, donc ça veut dire que le petit garçon, ça peut être Rey. C'était Rey il y a 15 ans, voilà, et puis il s'avère que maintenant, c'est elle qui va faire la différence, alors qu'elle vient de rien du tout. Et non, il faut forcément qu'elle vienne d'une lignée. Ce sont deux visions diamétralement opposées, quoi. Par contre, j'ai pas de problème avec le fait qu'il justement, il n'ait pas repris la question des enfants ou de voir les mêmes enfants dans le neuf. Moi, j'aurais pas nécessairement non, c'était pas nécessaire. Voilà, fallait pas aller là. Il y avait plein de gens qui pensaient que ça allait se passer comme ça. Non, c'était débilou, ça avait pas d'intérêt. Parce qu'à partir du moment où t'avais élargi à tout le monde peut faire une différence, que ce soit un Stormtrooper qui a déserté ou une pieuse d'épave qui a la force et se retrouve d'un seul coup au milieu d'un pataquès pas possible avec des enjeux galactiques, ou que tu sois un super pilote qui a besoin de prendre un peu de plomb dans l'aile et de réfléchir, ou une mécanicienne qui se découvre des capacités de leadership, etc. dans l'adversité, bah ça parle à plein de gens, ça peut être n'importe qui. Et ça, c'était intéressant, ils pouvaient continuer complètement sur cette lignée dans l'épisode 9. Ah bah, il y a une meilleure fin à la saga Skywalker dans l'épisode 8 que par rapport à l'épisode 9. Même, tu vois, dans le fait que ce soit un garçon dont le boulot, c'est de venir faire le ménage, tu vois. C'était faire le ménage dans le bordel de l'univers de Star Wars. Et à la fin, bah, on fait pas le ménage, on enterre. On enterre et on fait le même film. Aïe, 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 aïe. Et après, on dit que c'est Rian Johnson qui voulait tuer tous les héros du passé. Moi, j'ai dit niet, quoi. Le seul qui a tué tous les héros du passé, à ce jour, c'est J.J. Abrams. C'est lui qui a choisi de tuer Han Solo. Il nous a tué Leia, il a tué Kylo, il a tué votre Palpatine, si vous allez par là. Voilà, qu'est-ce qu'il a sur exactement, qu'est-ce qu'il a tué Rian Johnson, bon, Snoke, on le remercie parce que c'était un gros con. Et Luke Skywalker, ok, et non, il lui a fait une fin de héros d'épopée. Quel bel hommage à ce personnage. Et il est mort plus joliment qu'aucun autre personnage, parce que je suis désolée, mais que ce soit la mort de Leia, qui est toute pourrie, ou la mort de Kylo, qui est toute pourrie également, enfin de Ben d'ailleurs, je vais arrêter de dire Kylo, la mort de Ben Solo, et ben non. Mais ils meurent tous en se sacrifiant pour quelqu'un qu'ils aiment, par contre. Les 4. Oui. C'est un choix
qu'ils font, de se Ouais, sacrifier sauf pour une personne qu'ils que aiment. pour Luke, c'est pour Anne dans une certaine mesure, mais bon, pour Luke, c'est un sacrifice qui est inspirant pour la galaxie. Voilà, ça a une portée qui va au-delà du drame familial ou du drame intime, si tu veux. Qui est au moins un retentissement à l'intérieur de l'histoire, on va dire. Exactement, l'histoire avec un grand H. Parce que la mort de Ben Solo, elle est tombée rapidement aux oubliettes, hein. Je disais, De toute façon, apparaît, personne ne sait qu'il est redevenu gentil, machin. Enfin, on en revient toujours au même peut-être même problème, qu'il est quoi. mort, peut-être que personne s'est posé la question, tu sais. Balek. Il n'y a pas eu d'avis de décès, tu sais, personne n'a cherché dans la rubrique du Figaro. Alors attends. Rubrique nécrologique, où est-ce qu'on envoie les fleurs, non? Ça s'est pratiqué dans la plus stricte intimité, voilà, c'est très bien. Tout ça pour dire que les enfants de Canto Bight, c'est pas du tout anecdotique dans l'épisode 8. Hein. Non, puis vous voyez, on est arrivé à dire plein de choses intelligentes à partir de là. Enfin, non, moi j'ai une critique à faire sur les enfants, je tiens à la dire, sur la fin. Moi, vraiment un truc qui passe pas du tout. C'est que de tous les jeux qu'ils auraient pu inventer, ces enfants, moi je suis désolée, j'aurais préféré refaire la scène de Kylo à poil avec Rey, ou la scène où ils se battent dans la salle du trône. C'était beaucoup plus intéressant. Or, est-ce qu'on leur a raconté cette histoire? Non, cette histoire ne sera pas transmise, parce que toute l'histoire de Reylo, elle passe sous le tapis, elle est passée en loose day. Et ben c'est scandaleux. C'est la censure. Voilà. Et donc du coup, tu vois, qu'est-ce qui reste? C'est encore l'histoire du vieux héros homme blanc, machin, etc. Et non pas la belle histoire d'amour qui est les enfants. Parce que tu peux pas me dire que la gamine, elle aurait pas envie de faire kiss kiss bang bang avec sa poupée Rey et sa poupée Kylo et s'amuser à déshabiller son Kylo. Et ben je suis désolée, mais si, elle aurait pu le faire et c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Marianne Johnson, je ne te dis pas merci. Toi, tu aurais pu le faire. De toutes les histoires qu'ils racontent, les gamins, ils continuent à raconter des histoires de Boum Boum la guerre. Moi, je suis désolée. J'avais ma poupée Han Solo, ma poupée Leia. Ils se sont fait plus de bisous qu'ils ont passé à se faire des combats. Hein. Mais ils étaient dans le même camp. Et d'ailleurs, quand Adam Driver, il a pu faire mumuse avec ses poupées, eh ben, c'était pour enlever la cape et puis pour faire un bisou. Et il s'est pas gratté hein, pour faire un... En plus, Colbert, c'est un Reylo patenté, hein, donc... Ouais, sauf qu'il y avait de la prémonition, parce que tu vois, à la fin, il est allongé sur le sol, il disparaît sous sa cape. Ah, mais tu l'avais déjà lu, ton scénario de merde, à ce moment-là. Que grâce aux poupées Kylo Ren que vous avez à la maison, bah, vous pouvez vous refaire vos meilleures scènes. Et puis, il y en a qui le font très bien. Je sais qu'une de nos auditrices, par exemple, coud de nombreux costumes pour cette pauvre Rey qui avait quand même que sa pauvre chemise à se mettre pendant 3 films. Ouais. Tu vois, il y en a plein qui se font plaisir avec des poupées. Donc, j'ai envie de dire, comme les enfants de Canto Bight, retrouvez votre enfant intérieur et faites-vous votre épisode 9 comme vous l'auriez voulu. Ouais. Et puis si vous nous postez vos vidéos, eh ben on les prend. Parce que moi, faut que j'avoue, hein, mes Funko Pop, ils sont joués à rouler des patins. Ah ouais, obligé. C'est logique, tu vois. Ah bah ouais. Forcément. Nous sommes tous des grands enfants. Donc on va guetter les photos, voilà, si vous voulez faire des photos, si vous voulez faire des photos avec vos poupées, vos Funko Pop, vos autocollants, n'importe quoi, allez-y. Balancez tout, envoyez tout par mail. On fera peut-être un montage. On fera peut-être un montage spécial, exactement, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on a pu faire un montage image, c'était les bisous Reylo avant l'épisode. Et puis il y en a parmi vous qui dessinent aussi, parfois en nous écoutant. On a des jolis cadeaux. Plaisir. Merci beaucoup pour toutes les surprises. Ça nous touche, ça nous émeut énormément de vous inspirer. Finalement, des fois, on arrive ça nous scie. Hein, franchement, on pense pas être inspirante. Donc, déjà, si on vous inspire pas à changer de vidéo, c'est déjà bien. C'est pas mal. Si on peut vous inspirer à mettre un pouce en haut, à mettre un commentaire et puis à nous suivre, et ben voilà. Abonnez-vous. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle heure du Dernier Jedi. À très bientôt.